Pourquoi y a-t-il de la frustration ? De comprendre pourquoi il y a des frustrés. C'est facile à comprendre. Toute la littérature de Houellebecq est extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Houellebecq nous dit, regardez ce qui s'est passé avec mai 68, on a libéralisé totalement les comportements, on a cru qu'on allait faire la révolution, puis finalement pas du tout, on a laissé une espèce de liberté générale et généralisée en disant, allez, comme on dit dans mon coin, au plus fort la push. Allez-y. Si vous êtes jeune, beau, riche, sexuellement performant, etc., c'est formidable, le libéralisme. Vous avez des proies, et Houellebecq dit, c'est mort aux faibles. Si vous êtes pas jeune, pas beau, si vous êtes pas très riche, comment vous allez faire sur le terrain sexuel ? Ça va pas marcher pour vous. Vous allez voir à la télévision des exemples de gens performants en tout et qui vont avoir un bonheur absolu, de l'argent, de la puissance, des richesses, les voitures, les honneurs et tout, la puissance. On se dit, moi je suis pas ça. Je fais quoi ? Eh ben, je deviens frustré. Et la littérature de Michel Houellebecq met en scène les frustrés du libéralisme. Et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire il y a des frustrés, des gens qui ne le sont pas, tout le monde est frustré. Parce que nous ne pouvons pas réaliser tous nos désirs et que nous sommes dans une civilisation qui nous fait désirer plus encore. Parce que si vous désirez, vous consommez. Si vous consommez, vous dépensez. Si vous dépensez, vous faites marcher la machine libérale et vous faites fonctionner le capitalisme. Donc on vous fait désirer des choses. On fait désirer des objets, on vous fait désirer des choses, des voitures, des maisons, des statuts sociaux. On vous fait désirer le nouveau téléphone. Et puis après, on vous dira, mais il faut les payer ces choses. Vous avez les moyens de vous acheter ça, vous avez les moyens de vous acheter ça. Vous dites, non, j'ai pas les moyens. Je fais comment ? Vous êtes frustré. Et comme on est dans une civilisation qui nous invite à ne pas frustrer les enfants, parce que les enfants sont devenus des enfants rois, ils sont fantastiques, merveilleux, formidables, ils barbouillent, mais c'est du Picasso, c'est formidable. Ils crient un petit peu, ils chantonnent, ils disent n'importe quoi, c'est formidable, c'est du Boulez. Enfin, donc on a cette espèce de façon d'imaginer que il ne faut pas frustrer les enfants, il ne faut pas frustrer les adultes, il ne faut pas leur dire non. Donc on dit, eh bien, débrouille-toi. Ce qui fait que vous avez des gens qui disent, moi je prends. Après tout, vous me faites désirer des objets qui coûtent cher, je n'ai pas d'argent, vous ne me donnez pas de travail, ou vous ne me payez pas grand-chose, je vais le voler. Je vais voler un portable, je vais voler des camions, je vais braquer des banques, après tout, pourquoi pas. Il y a une espèce d'intolérance à la frustration qui fait effectivement qu'on est dans une société, dans une civilisation qui crée des frustrations, parce que la frustration, ils estiment qu'elle est motrice, et que si vous êtes frustré, vous allez faire ce qu'il faut pour aller au-delà de la frustration, et que vous allez pouvoir satisfaire votre désir tout de même. Alors certains ne se frustrent pas parce qu'ils s'endettent, et puis voilà, ils sont endettés parce qu'ils veulent une maison, ils veulent une voiture plus puissante que celle du voisin, ils veulent ceci, ils veulent cela, et à un moment donné où il n'empêche que vous ne pouvez pas tout avoir. Si vous ne travaillez pas sur vos désirs et que vous laissez faire la totalité de vos désirs, alors les désirs vont vous emporter et vous serez frustré. Donc le philosophe ne peut pas justifier la frustration, mais il peut la comprendre. On peut dire, oui, comment on fait quand... j'allais dire, on a la tête de Houellebecq et qu'on n'a pas son talent. Donc vous voyez bien que il y a des frustrations qui peuvent arriver d'un côté. Vous n'avez pas le physique de l'emploi pour faire le dragueur ou le séducteur impénitent, mais en même temps vous pouvez plaire parce que vous avez beaucoup d'argent. Le dernier Eddie Barclay avait beaucoup de succès avec les femmes et des très jeunes femmes. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des moyens de passer outre la frustration, mais que si on est éduqué dans une civilisation qui est intolérante à la frustration et qui vous dit ne soyez frustrés en rien, et l'idéologie issue de mai 68, ne cède jamais sur ton désir, jouis sans entrave. Jouir sans entrave, ça veut dire qu'on prend ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, même si ça doit se payer du déplaisir d'autrui. Donc je pense qu'on ne doit pas justifier le déplaisir du taureau, pour y revenir, ou le déplaisir du chien, simplement parce qu'on est dans l'intolérance à la frustration. Je suis frustré, je vais faire payer ma frustration à un tiers. Ah non, on peut imaginer que la frustration n'est pas l'horizon indépassable et qu'on peut soit soi-même travailler sur ses propres frustrations, soit dans une civilisation travailler sur la question des frustrations. J'apprécie les décroissants qui sont des gens qui proposent de philosopher sur la question du désir, de penser et d'agir sur la question du désir. Est-il nécessaire, parfois ils vont jusqu'à l'excès, mais pourquoi pas après tout, c'est tout à fait défendable, mais de dire après tout, avez-vous besoin d'électricité ? Avez-vous besoin d'ordinateur ? Avez-vous besoin de téléphone portable ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec la lumière pour le coup ? Et si vous vivez avec la lumière, vous n'avez pas besoin d'électricité. La lumière arrive, vous vous réveillez, la lumière disparaît, mais vous allez vous coucher. Et puis vous vivez selon ce rythme-là. Vous vivez, c'est ce que fait Thoreau, philosophe américain, qui, dans sa petite cabane à Walden, je vous invite à aller faire un tour là-bas, c'est magnifique, le lac de Walden est formidable. Thoreau dit, voilà, moi j'ai une vie de sobriété ou de simplicité. Parce que tous les philosophes vous le diront,
Philosopher, c'est travailler sur ses désirs. C'est parvenir à une sobriété. C'est savoir se contenter de ce qu'on a, ou de se contenter de peu de choses, ou de se contenter de moins que ce que l'on vous fait désirer. Moi, mon père était pauvre, il n'avait pas beaucoup d'argent, il était ouvrier agricole, mais il était extrêmement riche parce qu'il n'avait aucun désir qui aurait exigé qu'il eût besoin d'argent pour le satisfaire. Donc, quand vous avez les désirs que vous pouvez satisfaire, vous êtes le plus riche des hommes. En revanche, vous êtes richissime, vous avez plein d'argent, vous courez après l'argent plus encore, vous avez des rois du pétrole qui ont des Ferrari, des voitures de course, des Porsche, des je sais pas quoi, des Maserati en quantité, ils changent de couleur, et puis ils changent de ceci, ils changent de ça. Quoi, ça sert d'avoir 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Donc, le philosophe ne peut pas se satisfaire d'une réponse qui consiste à dire que si l'on est frustré, il est bien normal qu'on fasse payer sa frustration à un tiers, fût-ce un animal ou une femme. Pas ajouter c'est la même chose parce que vous allez croire que je suis misogyne et qu'on n'a pas le droit de faire de l'humour avec tout. Donc non, on peut juste dire que la question n'est pas là où vous la présentez, en disant mais laissons faire le frustré si ça lui fait un peu du bien, quoi. Soyons hédonistes d'une certaine manière. Je vous dirais non, travaillons un peu en amont pour essayer de tarir la source de la frustration, en disant mais regardez dans votre vie quel est votre rapport aux choses, aux objets, à l'argent, au pouvoir, aux honneurs, aux richesses, etc. Tous ces gens qui veulent être académiciens. Ils veulent rentrer à l'Académie française, mais pour être ridicule, avec ce bicorne, avec ce vêtement qui coûte 40 000 €, cette épée qu'ils traînent par terre. Enfin, ça veut dire quoi, être obsédé par ça quand on est écrivain, quand on est obsédé par la Légion d'honneur. On veut la Légion d'honneur, mais laissez la Légion d'honneur à ceux qui ont manifesté des choses qui méritent qu'on les honore. Mais quand on est chanteur de charme, il n'y a pas de raison qu'on ait une Légion d'honneur. Ou quand on est philosophe et qu'on écrit des rubriques au Figaro, il n'y a pas de raison qu'on mérite une Légion d'honneur. Pas donner de nom, hein, mais est-ce qu'on a besoin des honneurs? Est-ce qu'on a besoin des richesses? Il y a un moment donné où quand vous avez de l'argent, à quoi ça sert d'en avoir plus encore? Il y a 2 façons de faire avec la propriété. Il y a une façon qui est celle de Diogène, qui disait il ne faut pas posséder. Il y avait une espèce d'obsession à ne pas posséder chez Diogène. Et il y avait Aristippe de Cyrène qui disait mais moi je possède tout. Le parfum, les objets, les choses, etc. Et Aristippe de Cyrène dit un jour à Diogène mais tu es l'objet toi-même de ce que tu dénonces, parce que finalement, la propriété t'obsède. Quand vous n'en voulez pas de la propriété à ce point-là, c'est que vous êtes obsédé par la propriété. Antisthène disait, moi je suis pas obsédé, c'est bien, j'ai pas, c'est bien aussi. Je possède les choses ne me possèdent pas. Et cette pensée-là sur la question de la frustration, on devrait l'enseigner. On devrait enseigner Pierre Rabhi sur la question de la sobriété heureuse, par exemple, en disant, mais quel rapport avons-nous aux choses, aux objets? Pourquoi est-ce qu'on s'aliène? J'avais des collègues, quand j'étais enseignant, qui désespéraient de devoir prendre des heures supplémentaires parce qu'il fallait payer le changement d'une voiture, etc. Mais pourquoi tu changes de voiture? Une voiture, c'est fait pour aller d'un point à un autre. T'en as une, elle n'est pas très vieille, elle n'est pas très moche, elle n'est pas. Quel besoin as-tu de changer de voiture et conséquemment de devoir prendre 2 heures supplémentaires ou 3 heures supplémentaires dans une semaine? Ça n'a aucun sens. Garde ta bagnole, ne prends pas tes heures supplémentaires et dispose de ton temps. Tu disposeras de 3 heures par semaine, 3 heures supplémentaires pendant lesquelles tu pourras faire plein d'autres choses. Mais là, tu es donc le prisonnier de ce genre de choses ou d'objets. Donc je pense que philosopher sur la question de la frustration, c'est faire un travail majeur. Vous avez mis le doigt sur un moment important de la vie philosophique parce que c'est notre rapport aux choses, aux objets et aux gens qui est en jeu. Si vous êtes éduqué, et hélas, notre époque, il y a eu des travaux là-dessus sur les enfants rois, mais notre époque est une époque d'intolérance à la frustration. N'est plus du tout une époque de devoir, mais c'est toujours une époque de droit. J'y ai bien droit. Mais après tout, moi aussi, j'y ai droit. Personne ne dit « Ah oui, mais j'ai le devoir de faire ceci ou j'ai le devoir de faire cela ». Pas du tout. Or, il faut une articulation entre les droits et les devoirs. On a autant de devoirs que de droits et on peut revendiquer des droits si on honore des devoirs. Là, on dit pas de devoirs, mais des droits en permanence. J'ai le droit de, je veux. Et vous n'allez pas m'empêcher de vouloir, puisque mon vouloir est souverain. Non, il faut apprendre à un enfant la frustration en lui disant « Tu ne pourras pas tout, tu ne seras pas tout, tu n'es pas le centre du monde, autrui ça existe ». La communauté, ça existe. Quand tu es dans ta classe, il y a la classe aussi. Il faut apprendre la communauté. Tu veux un bonbon, un paquet de bonbons, 2 paquets de bonbons, 3 paquets de bonbons. Ben non, t'en auras aucun. Oui, mais les autres, tu veux un téléphone portable. Tu as l'âge du bébé, 3 mois. Il a 3 mois, il veut un téléphone portable. Va attendre un peu quand même.
Non, faut pas attendre. Et de quoi je vais avoir l'air si j'arrive au collège et que j'ai pas de téléphone portable, les autres en ont, j'y ai bien droit. Et les parents disent, bah oui, c'est vrai, t'as raison, on veut pas te faire souffrir. Tu vas souffrir dans ta classe si t'as pas de téléphone portable pendant que les autres ont un téléphone portable. Quand vous avez le téléphone portable, vous allez dire, oui, mais j'en veux un autre parce que l'autre, il a ceci. Et à un moment donné, où est-ce que vous mettez la frustration? Où est-ce que vous dites non? Jusque-là, oui. Au-delà, non. Ça, je tolère. Ça, je ne tolérerai jamais. Ça, c'est négociable. Entre ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolérera jamais, il y a une zone négociable. Et cette zone négociable, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est le partage. C'est ce qui permet de dire, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudrait que, etc. Vous avez une relation d'échange, vous avez un dialogue avec votre enfant, et éventuellement, vous lui expliquez que si vous le frustrez, c'est pas pour le plaisir ou l'espèce de jouissance que vous auriez à le frustrer, c'est simplement parce que vous l'éduquez. Parce que éventuellement un animal, et encore, je pense que les animaux ne sont pas soumis à ce genre de choses. Il n'y a pas de désir d'honneur ou de richesse, mais il y a un moment donné où il faut juste dire que le désir est sans fin, et que si le désir est sans fin, alors que nous ne pourrons pas satisfaire tous les désirs, il y aura évidemment une frustration, il y aura évidemment une douleur, il y aura évidemment une souffrance. Donc ça n'est pas faire bien les choses quand on dit à un enfant que son désir est sans fin et qu'il faudra répondre sans fin à son désir. Il y a juste un moment donné où il faut expliquer que le curseur est là. Ça c'est faisable, ça c'est pensable, ça sûrement pas, ça oui, bien sûr, parce qu'effectivement on apprend le monde, on apprend les autres, on apprend qu'on n'est pas seul au monde, et on apprend que dans une civilisation qui nous invite à désirer tout le temps, sans fin, toujours, surtout, désirer des vacances à tel endroit, regardez la publicité est le lieu du désir, désirer cette voiture, désirer cette application qui va vous permettre de trouver tout de suite une destination pour vos vacances, un restaurant pas cher, un truc je sais pas quoi, désirer ce parfum qui va faire tomber les hommes ou qui va faire tomber les femmes, désirer ce vêtement qui va vous rendre séduisant, désirer ce truc, désirer tout le temps, désirer. Et si on se laisse faire, on va tout désirer. On va avoir plein de parfums, plein de voitures, plein de femmes, plein d'hommes, plein de vacances, plein de week-ends, plein de je sais pas quoi. Et à un moment donné, il faut dire non. Travailler sur la frustration plutôt que laisser faire le frustré sous prétexte que le frustré, en faisant payer sa frustration à un tiers, pourrait recouvrer un équilibre qui lui permettrait de s'en sortir avec la frustration. Parce que je ne crois pas. Je pense que les gens dont le désir est sans fin ne s'arrêteront jamais. Et que quand ils auront satisfait un désir, ils voudront en satisfaire un autre, qui est une espèce d'addiction, de plaisir, de jubilation à l'accumulation du désir satisfait, parce que là encore on est dans l'éthologie, et qu'il est plus philosophique, je dirais, de travailler sur ses propres désirs, d'abord en sachant quels sont nos désirs, ce que l'on est. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate est une excellente invitation. Sachez qui vous êtes pour savoir ce que vous désirez et travailler sur ces désirs en disant est-ce que ces désirs-là sont légitimes ? Est-ce que ces désirs-là sont moyennement légitimes ou est-ce que ces désirs-là ne sont pas légitimes du tout? Et puis débarrassez-vous des désirs illégitimes et vous allez recouvrer du temps, de l'énergie, de la disponibilité pour vous-même, de l'autonomie, ce qui vous permettra une existence moins asservie aux choses ou moins asservie à vos passions. Je ne suis pas contre les passions, évidemment, mais je suis contre l'entretien des passions inutiles. Les passions inutiles sont celles qui nous dévorent, sont celles qui nous détruisent, sont celles qui font que demain, après-demain, encore après-demain, etc. C'est ce que Spinoza appelle les passions tristes. Toutes les passions de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, tout ça. Il faut travailler contre ça. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert de jalouser son voisin? À quoi ça sert de vouloir se venger? Quelqu'un vous fait une offense et vous voulez absolument vous venger. Mais ça veut dire, quand vous voulez vous venger, que vous êtes encore une fois offensé, encore une fois offensé, encore une fois offensé. Ça veut dire que le mal que vous prétendez combattre, vous l'entretenez, vous le chérissez. Il vaut mieux dire, on m'a fait une offense, et alors? Il ne s'agit pas de dire même pas mal, les offenses font mal. Mais il s'agit de travailler sur cette offense en disant, voilà un désir qui surgit en moi, qui est le désir d'une vengeance, eh bien, ça me frustre. Je vais me frustrer d'une vengeance. Après tout, je vais venir avec la manivelle, pan. Je vais lui dire, il y a 3 jours, tu m'as dit ça, j'ai bien réfléchi, esprit d'escalier, pan, pan, pan d'escalier. Et vous dites, ah, je me sens mieux. Non, on ne se sent pas mieux. Parce que quand on sort de la corrida, on ne se sent pas mieux. Et quand on sort d'un coup de pied au chien, on a envie d'en donner un deuxième. Et puis quand on a tapé ses enfants, on a envie de taper sa femme. Puis quand on a tapé sa femme, on a envie de taper le voisin de palier, etc., etc. Cette espèce de refus de la frustration fait que, après tout, l'univers est devant nous, puisqu'il y a des espèces de prospérité au vice et de malheur à la vertu. Je crois qu'il faut travailler sur les désirs en disant certains désirs m'aliènent. Je suis en train de passer ma vie à la gagner et je perds ma vie.
Et pourquoi? Pour une maison avec 3 pièces que je n'occuperais pas, ou avec 2 voitures alors qu'une me suffirait, ou avec, je sais pas, enfin après c'est à chacun de voir ce qui l'obsède dans le temps qui est le sien, pour avoir un grade supérieur, pour avoir des responsabilités supérieures, pour avoir un titre supérieur, pour pouvoir dire, quand on écrit des livres, mettre en dessous de l'Académie française ou de l'Académie Goncourt, ou de rentrer dans le ouzou en disant qu'on a, je sais pas quoi, les palmes académiques, ou ce genre de choses. Ça peut conduire un certain nombre de gens dans la vie, mais on n'est pas là pour être frustré. Et c'est nous qui sommes en partie responsables de la frustration. Il y a une partie de la société parce qu'elle fait tout ce qu'il faut pour ça, pour que nous transformions en consommateurs. Mais il y a nous aussi quand on y consent. Si vous coupez comme on coupe l'électricité avec un interrupteur en disant « vous voulez absolument que je désire tout le temps pour que je sois un consommateur », eh bien je ne désire pas vos trucs. Je ne désire pas ce que vous me faites désirer. Là, c'est problématique. Parce que si on est assez nombreux pour ne pas souscrire au désir qu'on nous inflige, parce qu'on nous fait désirer des choses, alors le capital n'est pas content. Le capital, il veut vendre. Il veut que vous puissiez changer de voiture. Là, on vous a fait savoir que c'était fini maintenant. On allait l'essence, le diesel, etc. Hop, il va falloir désirer autre chose. Donc il faut des voitures électriques maintenant. Et puis on vous dit, mais pour le bien de la planète, etc. Donc on va commencer à se dire, tiens, est-ce que je vais pas changer ma voiture, je pourrais acheter une voiture électrique, puis il y a une aide là qui m'est donnée, puis il faut quand même que je mette de l'argent un peu là-dedans, il va falloir que je m'endette un petit peu, si je vends l'autre, etc., etc. Et hop, on est parti dans cette espèce de chose. Ah tiens, ma maison, est-ce que je pourrais pas faire des aménagements etc. Et on est parti sur des choses qui vont faire de nous des consommateurs. Consommer, c'est travailler. Travailler, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est s'engager sur des projets qui supposent qu'il va vous falloir rendre de l'argent. Donc effectivement, on voit bien que dans notre société, on nous fait désirer des choses et qu'il nous suffirait de ne pas désirer ce qu'on veut nous faire désirer pour que d'un seul coup, un pan du marché s'effondre et que les choses se fassent autrement et différemment. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir sur nos frustrations. Nous avons ce pouvoir sur nos désirs. C'est très exactement, on en parlera au moment d'Épicure, mais c'est très exactement ce que propose Épicure. C'est de dire, sachez ce que sont vos désirs, et à la source de ces désirs-là, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer le robinet ou de le couper complètement, mais de travailler sur vos désirs pour que ce soit vous qui possédiez vos désirs et que vos désirs ne vous possèdent pas. Et c'est dans ce logis étroit et lugubre qu'il entasse les nouvelles marchandises qui devraient, selon les messages publicitaires omniprésents, lui apporter le bonheur et la plénitude. Mais plus il accumule des marchandises, et plus la possibilité d'accéder un jour au bonheur s'éloigne de lui. La marchandise, idéologique par essence, dépossède de son travail celui qui la produit et dépossède de sa vie celui qui la consomme. Dans le système économique dominant, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui détermine la demande. C'est ainsi que de manière périodique, de nouveaux besoins sont créés qui sont vite considérés comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Ce fut d'abord la radio, puis la voiture, la télévision, l'ordinateur et maintenant le téléphone portable. Toutes ces marchandises, distribuées massivement en un laps de temps très limité, modifient en profondeur les relations humaines. Elles servent d'une part à isoler les hommes un peu plus de leurs semblables et d'autre part à diffuser les messages dominants du système. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais pour rentrer dans la ronde de la consommation frénétique,
il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire se vendre. Le système dominant a fait du travail sa principale valeur. Et les esclaves doivent travailler toujours plus pour payer à crédit leur vie misérable. Ils s'épuisent dans le travail, perdent la plus grande part de leur force vitale et subissent les pires humiliations. Ils passent toute leur vie à une activité fatigante et ennuyeuse pour le profit de quelques-uns. L'invention du chômage moderne est là pour les effrayer et les faire remercier sans cesse le pouvoir de se montrer généreux avec eux. Que pourraient-ils bien faire sans cette torture qu'est le travail? Et ce sont ces activités aliénantes que l'on présente comme une libération. Quelle déchéance et quelle misère! Toujours pressés par le chronomètre ou par le fouet, chaque geste des esclaves est calculé afin d'augmenter la productivité. L'organisation scientifique du travail constitue l'essence même de la dépossession des travailleurs, à la fois du fruit de leur travail, mais aussi du temps qu'ils passent à la production automatique des marchandises ou des services. Le rôle du travailleur se confond avec celui d'une machine dans les usines, avec celui d'un ordinateur dans les bureaux. Le temps perdu ne revient plus. Ainsi, chaque travailleur est assigné à une tâche répétitive, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Il est spécialiste dans son domaine de production. Cette spécialisation se retrouve à l'échelle de la planète dans le cadre de la Division internationale du travail. On conçoit en Occident, on produit en Asie et l'on meurt en Afrique. L'esclave moderne aurait pu se contenter de sa servitude au travail. Mais à mesure que le système de production colonise tous les secteurs de la vie, le dominé perd son temps dans les loisirs, les divertissements et les vacances organisées. Aucun moment de son quotidien n'échappe à l'emprise du système. Chaque instant de sa vie a été envahi. C'est un esclave à temps plein. Comme tous les êtres opprimés de l'histoire, l'esclave moderne a besoin de sa mystique et de son Dieu pour anesthésier le mal qui le tourmente et la souffrance qui l'accable. Mais ce nouveau Dieu, auquel il a livré son âme, n'est rien d'autre que le néant, un bout de papier, un numéro qui n'a de sens que parce que tout le monde a décidé de lui en donner. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il étudie, qu'il travaille, qu'il se bat et qu'il se vend. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il a abandonné toute valeur et qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Il croit qu'en possédant beaucoup d'argent, il se libérera des contraintes dans lesquelles il se trouve enfermé, comme si la possession allait de pair avec la liberté. La libération est une ascèse qui provient de la maîtrise de soi. Elle est un désir et une volonté en acte. Elle est dans l'être et non dans l'avoir.
Mais encore faut-il être résolu à ne plus servir, à ne plus obéir. Encore faut-il être capable de rompre avec une habitude que personne, semble-t-il, n'ose remettre en cause. Or, l'esclave moderne est persuadé qu'il n'existe pas d'autre alternative à l'organisation du monde présent. Il s'est résigné à cette vie car il pense qu'il ne peut y en avoir d'autre. Et c'est bien là que se trouve la force de la domination présente. Entretenir l'illusion que ce système, qui a colonisé toute la surface de la Terre, est la fin de l'histoire. Il a fait croire à la classe dominée que s'adapter à son idéologie revient à s'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il a toujours été. Rêver d'un autre monde est devenu un crime condamné unanimement par tous les médias et tous les pouvoirs. Le criminel est en réalité celui qui contribue, consciemment ou non, à la démence de l'organisation sociale dominante. Il n'est pas de folie plus grande que celle du système présent. Devant la désolation du monde réel, il s'agit pour le système de coloniser l'ensemble de la conscience des esclaves. C'est ainsi que dans le système dominant, les forces de répression laissent progressivement place à la dissuasion, qui dès la plus petite enfance accomplit son œuvre de formation des esclaves. Ils doivent oublier leurs conditions serviles, leur prison et leur vie misérable. Il suffit de voir cette foule hypnotique connectée devant tous les écrans qui accompagnent leur vie quotidienne. Ils trompent leur insatisfaction permanente dans le reflet manipulé d'une vie rêvée, faite d'argent, de gloire et d'aventure. Mais leurs rêves sont tout aussi affligeants que leur vie misérable. Il existe des images pour tous et partout. Elles portent en elles le message idéologique de la société moderne et servent d'instruments d'unification et de propagande. Elles croissent à mesure que l'homme est dépossédé de son monde et de sa vie. C'est l'enfant qui est la cible première de ces images, car il s'agit d'étouffer la liberté dans son berceau. Il faut les rendre stupides et leur ôter toute forme de réflexion et de critique. Tout cela se fait bien entendu avec la complicité déconcertante de leurs parents, qui ne cherchent même plus à résister face à la force de frappe cumulée de tous les moyens modernes de communication. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises nécessaires à l'asservissement de leur progéniture. Ils se dépossèdent de l'éducation de leurs enfants et la livrent en bloc au système de l'abrutissement et de la médiocrité. Il y a des images pour tous les âges et pour toutes les classes sociales. Et les esclaves modernes confondent ces images avec la culture et parfois même avec l'art. On fait appel aux instincts les plus sordides pour écouler les stocks de marchandises. Et c'est encore la femme, doublement esclave dans la société présente, qui en paie le prix fort. Elle en est réduite à être un simple objet de consommation. La révolte elle-même est devenue une image que l'on vend pour mieux en détruire le potentiel subversif. L'image est toujours aujourd'hui
la forme de communication la plus simple et la plus efficace. On construit des modèles, on abrutit les masses, on leur ment, on crée des frustrations. On diffuse l'idéologie marchande par l'image, car il s'agit encore et toujours du même objectif, vendre des modes de vie ou des produits, des comportements ou des marchandises, peu importe, mais il faut vendre. Ces pauvres hommes se divertissent, mais ce divertissement n'est là que pour faire diversion face au véritable mal qui les accable. Ils ont laissé faire de leur vie n'importe quoi et ils feignent d'en être fiers. Ils essaient de montrer leur satisfaction, mais personne n'est dupe. Ils n'arrivent même plus à se tromper eux-mêmes lorsqu'ils se retrouvent face au reflet glacé du miroir. Ainsi, ils perdent leur temps devant des imbéciles censés les faire rire ou les faire chanter, les faire rêver ou les faire pleurer. On mime à travers le sport médiatique les succès et les échecs, les forces et les victoires que les esclaves modernes ont cessé de vivre dans leur propre quotidien. Leur insatisfaction les incite à vivre par procuration devant leur poste de télévision. Tandis que les empereurs de la Rome antique achetaient la soumission du peuple avec du pain et les jeux du cirque, aujourd'hui c'est avec les divertissements et la consommation du vide que l'on achète le silence des esclaves. La domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage, par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la définition figée, partielle et partiale qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie. Et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. C'est par la réappropriation du langage, et donc de la communication réelle entre les personnes, que la possibilité d'un changement radical émerge de nouveau. C'est en cela que le projet révolutionnaire rejoint le projet poétique. Dans l'effervescence populaire, la parole est prise et réinventée par des groupes étendus. La spontanéité créatrice s'empare de chacun et nous rassemble tous.
Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remettent en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire, qui usurpe le nom de démocratie, limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Il est tyrannique par nature, qu'il soit exercé par un roi, un dictateur ou un président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire, c'est que les esclaves ont l'illusion de choisir eux-mêmes le maître qu'ils devront servir. Le vote a fait d'eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont pas esclaves parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'ils ont choisi de demeurer esclaves. Le système dominant se définit donc par l'omniprésence de son idéologie marchande. Elle occupe à la fois tout l'espace et tous les secteurs de la vie. Elle ne dit rien de plus que produisez, vendez, consommez, accumulez. Elle a réduit l'ensemble des rapports humains à des rapports marchands et considère notre planète comme une simple marchandise. Le devoir qu'elle nous impose est le travail servile. Le seul droit qu'elle reconnaît est le droit à la propriété privée. Le seul Dieu qu'elle arbore est l'argent. Le monopole de l'apparence est total. Seuls paraissent les hommes et les discours favorables à l'idéologie dominante. La critique de ce monde est noyée dans le flot médiatique qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, ce que l'on peut voir et ce que l'on ne peut pas voir. Omniprésence de l'idéologie, culte de l'argent, monopole de l'apparence, parti unique sous couvert du pluralisme parlementaire, absence d'une opposition visible, répression sous toutes ses formes, volonté de transformer l'homme et le monde. Voilà le visage réel du totalitarisme moderne, que l'on appelle démocratie libérale, mais qu'il faut maintenant appeler par son nom véritable,
le système totalitaire marchand. L'homme, la société et l'ensemble de notre planète sont au service de cette idéologie. Le système totalitaire marchand a donc réalisé ce qu'aucun totalitarisme n'avait pu faire avant lui: unifier le monde à son image. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exil possible. Travailler la chaîne, c'était dans les usines Renault. Il faut solvabiliser, il faut effectivement que les ouvriers de chez Renault puissent aussi s'acheter une petite 4 chevaux. Mais à partir des années 70, ça a commencé à s'arrêter, ça. Années 80, c'est la diminution. D'abord, licenciement en masse, chômage qui devient chronique, endémique. Et donc, qu'est-ce qui se développe à ce moment-là? Les subprimes. C'est-à-dire les subprimes ou d'autres méthodes de ce genre-là qui reposent sur quoi? Le fait qu'on va donner du crédit à la consommation à des gens qui ne sont pas solvables. Par exemple, on va leur donner un crédit pour qu'ils achètent leur maison. Ils n'ont pas les moyens de payer leur maison. On le sait très bien. Mais après, on crée un second marché financier où on vend les risques très très cher. Alors on peut gagner beaucoup d'argent sur ce marché-là, mais on frôle la faillite en permanence. Et donc, on va utiliser les algorithmes pour pouvoir noyer le poisson. Faire ce que j'appelle moi de la cavalerie mondiale automatisée, pour dissimuler l'insolvabilité. Et ça fonctionne jusqu'en 2008. Et en 2008, ça se casse la figure. Je vous signale qu'en 2005, quand Ars Illustris a commencé, nous disions avec mes amis, ça va se casser la figure. Et on nous disait, oh, vous êtes pessimiste, vous baissez les bras, vous démoralisez tout le monde, vous n'êtes pas des bons citoyens. Et en 2008, ça s'est cassé la figure. Jusqu'en 2008, moi j'étais pas interdit de séjour, mais enfin disons, considéré comme un type qu'il fallait surtout pas écouter et inviter, etc. Puis à partir de 2008, j'ai été invité dans plein de banques, dans des grandes paniers d'assurance, etc. Parce qu'ils ont perdu énormément d'argent. Et les États étaient là pour recapitaliser. Mais les États, entre-temps, ont mangé toutes leurs réserves. La prochaine crise, il n'y a plus d'argent pour recapitaliser. C'est-à-dire que la puissance publique n'a plus d'argent, ni aux États-Unis, ni nulle part. La prochaine crise sera bien plus grave que celle de 2008. Mais en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que ce système de 2008, pourquoi il y a eu une crise? C'est parce qu'il y a eu une espèce de système pour dissimuler l'insolvabilité des gens. Voilà. Maintenant, avec l'automatisation, cette insolvabilité va monter au ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une partie des gens qui sont insolvables parce que soit ils sont chômeurs, soit ils sont employés mais très mal payés et que du coup ils sont obligés de faire des emprunts qu'ils ne peuvent pas payer. Je me suis intéressé moi, à une famille qui a une histoire tragique, la famille Cartier, dont le père et la mère ont été jugés au tribunal de Beauvais, je crois, pour infanticide. Ces gens-là, j'ai écrit un livre sur eux. Ces gens-là, eh bien, un jour, ils ont décidé de tuer leurs enfants et de se tuer eux-mêmes. C'est le Petit Pousset, ça raconte l'histoire du Petit Pousset. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils étaient... Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme vie? Lui, il était VRP, il essayait de vendre je ne sais pas quoi. Elle était infirmière. Et en fait, leur seule existence, c'était d'aller dans les supermarchés le week-end. Voilà. Ils bossaient toute la semaine, les mômes à l'école, et le week-end, ils passaient
tout leur week-end dans les supermarchés. Et ils consommaient. Et un jour, ils ont voulu acheter un Xème truc, et hop, la carte de crédit a été avalée par le système. Ils avaient 16 cartes de crédit. Donc ils ont essayé une autre carte de crédit, elle a aussi été avalée par le système, parce que ce sont des réseaux qui s'informent les uns les autres. Et bien le soir même, ils ont décidé de se suicider et de tuer leurs enfants. La femme étant infirmière, elle a fait des injections d'insuline à tous ses enfants. Et eux-mêmes, ils se sont injectés de l'insuline. Ils se sont tous ratés, sauf une petite fille qui est morte. C'est atroce, absolument atroce. Et moi, j'ai écrit un livre pour les défendre. Pour dire, c'est pas eux qu'il faut juger. C'est Carrefour, c'est Darty, c'est les crédits à la consommation. C'est tout ça qu'il faut juger. Alors évidemment, il faut les condamner, tout ça, parce que c'est... Mais enfin, il faut une circonstance extrêmement atténuante. Parce qu'en plus, eux disaient, nous sommes croyants. On nous a dit que nos enfants seraient plus heureux dans le royaume de Dieu. Donc on s'est dit, bah après tout, voilà. Je crois qu'ils étaient vraiment de bonne foi. Voilà, ça a créé quelque chose qui a été décrit en 2004 dans un cabinet de marketing américain qui s'appelle IRI. Ils ont appelé ça le malaise dans la consommation et les alter-consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du début des années 2000? Les gens ont commencé à se sentir mal. Les gens consomment beaucoup, mais en général, ils consomment par dépit. Et je fais partie, moi, d'une génération qui a consommé avec enthousiasme. Je me souviens très très bien de la première glace que ma mère a faite avec le premier frigo qui est apparu chez moi, c'était en 1960. C'était fantastique. Fantastique. Comme la Bendix, machine à laver à gaz. Ma mère avait 5 mômes, donc je peux vous dire qu'elle en avait du boulot. Ben, la Bendix, c'était une révolution extraordinaire. Voilà. Une révolution ménagère. À cette époque-là, comme la 2 chevaux que mon père a acheté, à cette époque-là, on avait l'impression que le monde était pour nous, l'avenir était tout grand ouvert, etc. Depuis le début des années 2000, les consommateurs consomment comme un toxico consomme de la drogue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer, tout simplement. Ils savent tous que c'est pas bon pour la planète, d'abord de consommer, parce que la planète ne peut plus supporter ces niveaux-là de consommation. Ils savent que ça n'apporte pas de plaisir. Ils savent que ça détruit la vie familiale et donc l'éducation des enfants. Mais quand je dis nous sommes tous là-dedans, nous sommes pris tous dans un dispositif qui est la consommation par dépit, le malaise dans la consommation. Et ça ne peut pas continuer. Un très grand penseur, un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Max Weber avait expliqué que le capitalisme ne pouvait marcher que tant que les gens adhéraient à ce qu'il exige, parce qu'il exige beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, beaucoup de formation, Et à partir du moment où ils n'adhèrent plus, il disait, ça ne peut pas durer longtemps. Les gens n'adhèrent plus du tout. Ils adhèrent au Front National, ils adhèrent au djihadisme, ils adhèrent à je sais pas quoi, voilà. Et quand je dis ça, c'est pas pour porter des jugements de valeur sur les gens qui... Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Par contre, ce que j'essaye de faire avec mes amis, c'est de dire qu'il y a des solutions. Et que ça peut tout à fait changer. Ça peut tout à fait changer parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. En fait, on change quand on ne peut plus faire autrement, en général. Ceux qui vivent dans ce monde irréel mènent des vies hors du commun. Ce charmant jeune homme, par exemple, c'est une ancienne star de la profession. Moi, je gagnais $1 million par semaine. À peu près 50 millions par an. J'ai acheté beaucoup de voitures. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, tout ce qui était possible. Vous savez, j'ai fait des choses vraiment stupides. J'ai acheté des maisons, un yacht de 60 mètres avec un hélicoptère dessus, un yacht Coco Chanel. Je l'ai fait couler celui-là. Je l'ai planté dans une tempête car j'étais complètement drogué. Ma vie n'avait aucun sens. L'argent n'avait aucune importance. Vous savez, c'est parce qu'en fait je ne créais rien. Et quand vous travaillez à Wall Street, tout tourne autour de l'argent. Il est le patron le mieux payé d'Angleterre. Martin Sorrell, PDG de la plus grande agence de publicité au monde, gagne 10 000 € par heure, même quand il dort. 90 millions d'euros de salaire au total l'an dernier. Et le montant de sa rémunération s'est envolé comme beaucoup d'autres. À la City, les 100 patrons des plus grandes entreprises britanniques ont gagné en moyenne 6,5 millions d'euros l'an dernier,
soit 10% d'augmentation. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite, aucune restriction à ces salaires. Mais il n'y a aucune raison pour que ça augmente autant. Leur travail n'est pas devenu d'un coup plus difficile. En 98, par rapport au salaire moyen d'un Anglais, un grand patron gagnait 47 fois plus. Désormais, le salaire du dirigeant est en moyenne 140 fois supérieur. La nouvelle première ministre en avait d'ailleurs fait l'un de ses thèmes de campagne. Il y a un fossé croissant, irrationnel et malsain entre ce que ces sociétés versent à leurs salariés et ce qu'elles versent à leurs patrons. Il faut être plus sévère vis-à-vis des comportements de certaines grandes entreprises. Theresa May devrait proposer dans les prochaines semaines d'encadrer ces rémunérations, notamment en rendant contraignant le vote des actionnaires, comme c'est le cas en France depuis peu, mais pas sûr que dans son propre parti, tous les conservateurs soient du même avis. À vivre de la façon dont nous vivons, avec les modèles de production et de développement économique que nous avons. Et donc il est bien évident que si on laisse au marché le soin de réguler, comme certains le disent, par les permis de droit, polluer, etc., eh bien le temps qu'on arrive à mettre en place de quelconques normes suffisantes pour éviter la catastrophe, elle sera déjà là, elle est déjà là, sur un certain nombre de domaines, elle est déjà là. Bon. Donc on sait qu'il n'a pas d'avenir, c'est une impasse écologique, mais c'est aussi une impasse économique. Alors je vous fais l'impasse, c'est le cas de le dire, sur l'impasse sociale, parce que vous savez aussi ce qu'est l'impasse sociale. Néanmoins, c'est ça qui est important, le néolibéralisme a un avenir politique. C'est-à-dire que c'est ça la folie que nous vivons, et qui montre bien le déficit démocratique. Alors que ce modèle n'a aucun avenir, que c'est une impasse économique, sociale, écologique qui nous amène à une catastrophe, ce modèle a quand même été capable de s'imposer progressivement depuis une vingtaine d'années dans des démocraties. Ce n'est pas des fascistes qui ont imposé ce néolibéralisme. Dans des démocraties, c'est-à-dire dans des situations où normalement, quand la majorité des gens disent « mais ils sont fous », on change de politique. Eh bien, dans nos systèmes démocratiques, où quand la majorité des gens pensent et vivent au quotidien, qui vivent dans une société de plus en plus invivable, néanmoins, ce système reste là. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui est un exemple avancé dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, mais un exemple avancé des méfaits de la société qui repose sur le marché. Société de compétition généralisée, de rivalité entre les individus. Étonnant, c'est une grande démocratie. Il y a parfois même plus de liberté de la presse, de protection des libertés et des droits individuels que chez nous, aux États-Unis. Et donc, dans cette grande démocratie en apparence, un modèle qui dresse les gens les uns contre les autres, où l'insécurité ne cesse de progresser, où on remplace la lutte contre le chômage par la mise en prison des jeunes noirs de 15 à 25 ans. Bref, une société violente, invivable. Pourquoi est-ce que les citoyens ne disent pas on veut autre chose? Pour une raison, entre autres choses, et qui est la force du modèle néolibéral, c'est que le modèle néolibéral, en développant une société de rivalité et de compétition, s'appuie quand même sur quelque chose qui est en nous, qui est aussi une aspiration narcissique, narcissique à être soi, à être fort, à être mieux que les autres, à être plus beau que les autres. Et puis quand on a peur, quand on est dans une société de compétition généralisée, quand on nous a mis dedans, quand on ne croit plus qu'il peut y avoir de solidarité, quand on ne croit plus qu'il y aura un État, un commissaire de police, une sécurité sociale pour assurer la sécurité, qu'est-ce qu'on fait quand on est rationnel? On commence à se comporter comme un guerrier. Ben vous mettez, guerre de 40, vous mettez dans un trou d'obus un Français, un Allemand, tout seul face à face. Qu'est-ce qu'ils font ces deux cons? Ils se tirent dessus. Et pourtant, chacun sait que le seul truc intelligent qu'il y a à faire quand il y a deux personnes face à face qui en fait n'ont rien l'une contre l'autre, n'ont aucune raison de s'entretuer, ce serait de dire bon écoute, on pose les armes et puis on se barre chacun de notre côté. Et pourquoi ils se tirent dessus? Ils se tirent dessus parce qu'ils sont à la guerre et qu'on les a mis à la guerre et que la guerre on n'a pas d'autre choix que de se comporter comme un guerrier, parce que celui qui ne tire pas sur l'autre, il est tué avant d'être tué. Et donc pourquoi je fais cette parenthèse? Pour comprendre pourquoi le néolibéralisme a un avenir politique. C'est qu'en développant une société de rivalité et de compétition généralisée, il transforme peu à peu les individus en guerriers les uns contre les autres. Il détruit les collectifs, il détruit les solidarités, il détruit dans la tête des gens l'idée qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont membres d'une communauté politique. Et quand vous avez des gens qui ont ça dans la tête, et quand vous avez des enfants qui sont éduqués par des parents qui ont ça dans la tête, eh bien à l'arrivée, malheureusement, ça peut vous faire une société de gens isolés les uns des autres, apeurés,
qui voit dans l'autre un adversaire, un rival. Bref, vous avez créé les conditions idéales pour que les gens soient des esclaves volontaires. Ça s'appelle la servitude volontaire. C'est le projet. Bien évidemment, on voit bien quand on voit les nouvelles stratégies managériales dans l'entreprise, c'est ça. C'est transformer chaque individu en un rival de l'autre. Une fois que vous avez réussi à faire ça, eh bien, comme c'est insupportable, parce que vous ne pouvez pas vivre 25 ans dans une boîte, maintenant c'est difficile de rester 25 ans dans la même boîte, mais vous ne pouvez pas vivre 25 ans ou des années dans une même boîte en vous considérant en permanence comme en guerre avec les gens avec qui vous travaillez, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Ce qui est inscrit dans nos gènes, dans notre nature, ce n'est pas la guerre avec les autres, c'est aussi la coopération, c'est l'amitié, c'est la sympathie. Et donc, comme on met les gens en situation de vivre quelque chose qui est invivable, qui est intolérable, d'où la montée du stress, des maladies psychologiques, des dépressions, des suicides, etc., eh bien, qu'est-ce qu'on fait finalement pour en sortir, pour survivre dans cette société invivable? Eh bien, on finit par, dans sa tête, s'inventer de nouvelles valeurs pour croire que c'est normal, pour croire que c'est bien. Et vous voyez des gens au SMIC qui sont sous-payés parce qu'ils font des heures supplémentaires non payées, qui finissent par être fiers d'avoir fait des heures supplémentaires non payées, d'être fiers d'avoir atteint les objectifs, etc. Parce qu'on leur a mis dans la tête que c'était bien, qu'ils étaient dans une guerre, qu'il fallait se comporter en guerrier, et parfois c'est la seule chose qui va leur rester comme honneur, c'est justement d'avoir intégré les valeurs du patron et d'avoir fait les leurs. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, évidemment, le néolibéralisme peut du coup avoir un débouché politique et un avenir politique. Parce que s'il mène son œuvre, ce venin de la compétition des gens les uns contre tous les classiques qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Malthus plus ou moins, tous les classiques de la création de la pensée économique intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néoclassiques, à partir de Léon Walras, en gros Auguste et Léon Walras, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant: qui fait de l'argent? Pourquoi fait-il de l'argent? A-t-il le droit de faire tant d'argent? Et est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce bon pour la communauté? Est-ce mauvais? Donc il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Et cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néoclassique, laquelle pensée néoclassique a ouvert la voie, le chemin à la pensée néolibérale, laquelle pensée néolibérale a ajouté à la pensée néoclassique, en plus de cette espèce de décret scientifique: nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique, nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit, nous comptons, nous observons, nous classifions, mais nous nous gardons bien de porter un jugement, car la physique, qui est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je prends juste cet exemple, est efficace parce qu'ils ont fait 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu en gros ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement, mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons
de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. On ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote déjà avait dit, attention, ne confondez pas l'économique, qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique et créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons qui appellent une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain ». Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande
simplement d'être capable de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? Ben, on ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes, parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer, ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise, c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, ben, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. On a ramassé tout cet argent que les gens ont foutu en l'air. Il faudrait en profiter. Il faut revenir à un monde où on respecte l'argent. Dans un monde en fait où l'argent est la valeur principale en permanence, tu t'es prêt à mettre plein de thunes dans un iPod, dans un bout de plastique, dans un iPhone, dans une belle bagnole que tu es prêt à acheter à crédit. Par contre, toi, en tant que salarié, tu acceptes d'être payé 1 300 € par mois, quoi. Donc ça veut dire qu'on te dit, quand on te crache ta feuille de salaire à la gueule et on te dit t'es qu'une merde, quoi, parce que 1 300 €, je sais pas, ou 1 000 €, quoi, et encore, c'est ceux qui ont de la chance, qui sont payés moins. C'est une façon de te dire, écoute, t'es vraiment qu'une merde, parce que quand on sait ce que représente 1 000 € maintenant, je veux dire, tu peux absolument rien faire avec 1 000 €, tu peux pas te loger, tu peux pas bouffer, enfin, tu peux pas loger et te bouffer en même temps avec 1 000 €, c'est quasiment impossible. Donc voilà, mais c'est une façon de t'estimer, je suis désolé, quand on fait croire à des gens qui sont cadres et qu'on les paye 1 600 €, mais c'est quoi ça? Ça signifiait quelque chose d'être cadre il y a 30 ans. Hein, c'était des responsabilités, tu étais représentant de l'entreprise, tu avais le droit à l'initiative et tu avais surtout un salaire en conséquence. Maintenant, on te file un statut de cadre pour te gonfler un peu ton orgueil et tout. Cadre en CDI, tu te rends compte, après ça tu peux frimer dans les discussions avec tes potes. Alors, cadre en CDI chez SFR. Après ça, tu te rends compte que dans la réalité, tu as un salaire de genre 1 400 €, tu as le droit à 0 initiative, tu t'en prends plein la gueule dès qu'il y a un truc qui foire, dès que ça marche, tu as 0 prime parce que, ou alors elles sont minimes, tu es payé 14 € de prime par mois. Enfin bref, on se fout de ta gueule en permanence, mais à part ça, t'es cadre chez SFR. Tu vois que c'est une entourloupe comme ça, tu dis non, moi j'accepte pas de bosser pour cette entreprise, je m'estime un peu plus que ça, j'estime valoir plus que ça. Hein. Et puis surtout, si je suis cadre, qu'on redéfinisse le statut de cadre, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que jusqu'à présent, on pouvait se dire, ouais, bienheureux le crétin, quoi. J'ai mon boulot, j'ai ma paye qui tombe à la fin du mois, je m'endette à 50%, mais j'ai mon salon M6, j'ai ma bagnole à crédit, j'ai mon abonnement Canal Satellite, et puis tout va bien, quoi. Je fais partie du truc, quoi. Mais maintenant, bon, on voit les mecs, alors ils ont tout ça, tu vois, mais alors déjà, ils tremblent parce qu'ils peuvent plus ils vont peut-être le perdre parce que tout est à crédit. Surtout, ils peuvent pas on va dire, maintenant, ils sont dans une position où ils peuvent plus vraiment trop, on va dire, upgrader leur situation. C'est-à-dire que avant ils refaisaient la déco du salon tous les 6 mois, là, ça commence à devenir limite, quoi. Enfin, ils étaient constamment piégés par le matériel, donc ils n'étaient pas dans, on va dire, un rapport à autrui, plus, on va dire, soit spirituel, soit intellectuel. Enfin bref, il n'y avait qu'une façon d'analyser, c'était combien ça allait me coûter d'acheter la même chose que ce que j'avais vu sur M6, voilà, chez Mondial Moquette ou chez Castorama, quoi. Donc maintenant déjà ils se retrouvent un peu en dehors de ça, donc ils vont se retrouver alors sans, donc ils ont absolument rien développé à côté, ni spiritualité, ni culture, ni savoir, ni curiosité, et en plus ils vont se retrouver un peu en dehors du système de la consommation qui défendait, quoi. Alors, troisième effet qui se coule, ils vont se retrouver avec une baisse de conditions sociales, parce que jusqu'à présent ils se rendaient pas compte qu'ils avaient la sécu, ils se rendaient pas compte qu'ils avaient plein de choses qui payaient pas cher en fait en France, la santé, l'éducation, tout ça, ils s'en rendaient pas compte. Tout ça va coûter de plus en plus cher aussi. Donc les mecs ils avaient l'impression d'être dans la classe moyenne, là, ils vont directement passer à la cave, quoi, tu vois. Au-delà de ça, avec des conditions de travail, comme en plus ils vont devoir rembourser leur baraque, leur machin, leur truc, tous leurs objets qu'ils ont achetés, ils vont devoir baisser leur froc au boulot, mais d'une façon puissante, quoi. Je sais pas, un seul conseil à donner à un mec de 20 ans, c'est de fuir ce monde, mais à tout prix, quoi. Surtout pas rentrer dedans, quoi. Surtout pas se laisser piéger, soit un par le travail, deux par la consommation, parce que là le truc c'est que tu mets le pied dedans, tu fais plus demi-tour maintenant, hein. Puis surtout que tu crées la condition de ton malheur. Quand t'as un boulot, t'as peur de le perdre, quand t'en as pas, t'en veux un. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de... Tu développes une culpabilité. C'est soit tu as une formation particulière très très ciblée, t'as une qualification personnelle qui fait que tu seras toujours, en fait, désiré. Si t'es pas toujours désiré, de toute façon, tu te passes dans une posture de victime en permanence. Hein, mais de toute façon, on voit bien, c'est les gens, quand ils parlent de leur travail, c'est... T'as d'abord, alors pour les plus chanceux, t'as le sort de lustre, je fais partie de cette entreprise dont je parlais, mais après ça, tu grattes un peu, tu vois bien que les mecs, ils sont victimes du truc, quoi. Ils sont stressés, ils sont poussés à bout, ils sont tirés dans tous les sens, et puis à la fin, ils sont jetés. Donc, une fois que tu rentres dans cette mécanique, dans cette dialectique, surtout quand tu rentres jeune, c'est fini, quoi. Tu te crées des dépendances, des systèmes de valeurs, surtout des revenus, hein, parce qu'une fois que tu commences à t'habituer à gagner 1500 € par mois, c'est fini, je dirais que c'est terminé, hein. Parce qu'en fait, c'est tellement peu ces sommes par rapport au coût de la vie. Et la vie telle que M6 te la propose, il faudrait gagner, je sais pas, presque 60 000 € par mois maintenant pour vivre à peu près à niveau, quoi. Hein, acheter une maison tous les mois, acheter une bagnole tous les mois, acheter une nouvelle iPhone tous les mois. Ouais, je pense que oui. Donc, non, mais 10 000 € par mois. Donc voilà, tant que tu vois pas que ça c'est juste une absurdité, la vie juste d'un point de vue comptable, la vie telle qu'on te la présente à la télé et telle que tu la vis en bas de ta feuille de salaire, si tu comprends pas déjà que c'est absurde et que de toute façon ce gap là, il y a tellement de décalage que de toute façon c'est fait exprès, à partir du moment si tu vois pas ça, ouais bon bah t'acceptes de te faire baiser toute ta vie, quoi. Depuis qu'elle a 5 ans, elle rêve de posséder cette petite merveille. Je suis trop jalouse. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je vais être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, vous gagnerez davantage. Pascal Rodriguez. Ce matin, un huissier est venu sur le site pour relever le nom de chaque salarié présent sur le piquet de grève. Je vends mon rein pour cause de crise économique. Jamais Sergio n'avait imaginé passer ce genre d'annonce.